Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc à cette conférence qui débute dès à présent, puisqu'on a quand même 4 interventions donc prévues dans 1 heure pour laisser le temps aux questions et aux débats éventuels. Donc on va commencer assez vite. Vous avez vu que donc c'est d'abord le docteur Benamou associé à Madame Olas en bout de table qui présenteront donc tout ce qui est autour de soins-études, on va dire ça comme ça. Voilà la problématique ou les réussites du soin-études. Ensuite, nous aurons le docteur Latour Bonne-Maison Agnès et Madame Hurtu Delaune qui présenteront une expérience qui a déjà 10 ans de la Maison des 5 Sens dans le 13e arrondissement. Elle vous donnera tout le détail qu'il y a. Ensuite, Monsieur Jean-Alexandre Martins, accompagné donc de travailleurs de l'ESAT de l'Élan et d'un éducateur que je ne connaissais pas. Voilà, qui parleront de ce qu'ils font à l'Élan, notamment tout ce qui est autour du numérique, de la formation numérique et de l'acquisition de compétences en numérique et d'un savoir-faire. Et enfin, donc, Madame Ullmann et Monsieur Jacquins nous parleront effectivement de tout ce qui est l'apprentissage et la formation, qui sont là-bas, mais qui nous rejoindront après les autres interventions. Donc voilà, ça va être dense et je pense assez riche. Donc nous pouvons commencer tout de suite par le docteur Benamou ainsi que Madame Olas. Bonjour. Déjà merci à la Fédération de santé mentale de nous avoir invités pour partager avec vous l'expérience de la Fondation Santé des étudiants de France et de comment nous accompagnons des jeunes à des âges de leur vie un petit peu peut-être en amont par rapport à ce que nous partagions ce matin. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas la Fondation Santé des étudiants de France, vous dire que c'est une fondation qui va avoir 100 ans en 2023 parce qu'elle a été créée en 1923 par l'UNEF, donc l'Union nationale des étudiants de France. Au départ, c'était des établissements de sanatorium pour des étudiants qui, du fait de leur tuberculose, ne pouvaient pas continuer dans leur cursus universitaire. Et donc, ça leur permettait à la fois d'être dans des soins et de bénéficier d'une forme de scolarité. Donc, la tuberculose, heureusement, maintenant se soigne et se guérit avec des antibiotiques. Donc, cette fondation a changé sa vocation pour les soins et les suivis, mais restait toujours dans l'idée de s'occuper des jeunes, même si maintenant elle s'occupe de bien plus jeunes, puisque maintenant, souvent, les tranches d'âge des établissements de la fondation, ça peut aller de 10-11 ans jusqu'à 25 ans, voire plus. Vous dire qu'il y a plusieurs types d'établissements de la Fondation, des établissements sanitaires, il y en a 13 sur l'ensemble du territoire, et puis aussi des établissements médico-sociaux. Et donc, Madame Olas, qui est directrice des études dans un établissement de la Fondation, et moi-même, nous travaillons à Sceaux dans le 92. C'est la clinique qui est mieux connue sous le nom de Dupré. Mais les établissements de la Fondation ont changé de nom il y a peu. Voilà, donc la clinique de Sceaux, c'est un établissement sanitaire qui accueille des patients de la région. C'était non sectorisé et nous avons comme mission essentiellement d'accueillir des jeunes entre de 16 et 25 ans. Donc c'est vraiment un peu plus en amont de ce que nous disions ce matin autour du travail ou de recherche de logement, quoique parfois le logement aussi, ça va être une de nos questionnements. Et donc, nous, c'est plutôt le slogan « étudier quand même » plutôt que le travail, puisque ça va être des jeunes qui vont venir après un moment aigu de leur maladie mentale, d'un épisode psychiatrique le plus souvent, voir s'ils vont pouvoir à la fois continuer à bénéficier de soins et reprendre une scolarité. Donc ça, c'est vraiment la mission initiale et première et commune à plusieurs établissements de la Fondation et donc de celui de Sceaux. Donc, pour que vous ayez un peu une idée, il y a beaucoup des
service d'hospitalisation en intra-hospitalier à Sceaux. On a 108 lits et puis on a également un hôpital de jour où il y a une trentaine de places. Et on a aussi de la consultation et un service ambulatoire escalado qui est à la fois constitué d'un relais qui permet d'avoir des consultations spontanées d'accueil pour des jeunes dont les tranches d'âge, je vous ai dit, c'est 11-25 ans, et également un CATTP. Donc tout ça fait qu'on reçoit beaucoup de jeunes dans une journée et sur un établissement qui est sur 3 sites géographiques différents dans Sceaux. On les reçoit à un moment de leur vie où c'est l'adolescence avec toute la question pubertaire, le fait de se séparer des parents, renoncer à l'enfance, les changements corporels, les questionnements autour de leur orientation sexuelle. En ce moment, c'est très présent dans les nouvelles demandes avec les identités de genre et également nous les recevons à un moment où ils vont aussi beaucoup se questionner de leur positionnement avec les jeunes de leur âge et comment devenir autonome tout en ayant une souffrance psychique qui a été au départ à l'origine soit d'hospitalisation plus ou moins longue, parce qu'ils sont très jeunes, mais ils ont souvent été hospitalisés à plusieurs reprises, ou avec des suivis ambulatoires déjà très réguliers. Donc on sait bien que s'ils restaient enfermés dans leur chambre, ils s'isoleraient, ils se désocialiseraient, ils se déscolariseraient. Et donc toutes les missions d'un établissement comme le nôtre, ça va être de leur permettre de, soit à la suite d'une hospitalisation en aigu, à un moment ils s'apaisent et ils vont mieux, voir s'ils peuvent donc se confronter à tout ce que je viens de dire de ce qui est la problématique d'un adolescent ordinaire, mais qu'il l'est un peu plus encore pour eux, et voir s'ils vont pouvoir tout simplement aussi redevenir élèves, parce que si au départ c'était plutôt beaucoup des étudiants que recevait la Fondation, maintenant ça s'est inversé avec le temps et on accueille plus des lycéens, en tout cas pour Sceaux. Il y a des établissements qui accueillent aussi des collégiens, donc des lycéens et aussi des étudiants, mais à majorité des collégiens et avec un niveau de seconde. Donc au niveau des pathologies, c'est toute pathologie mentale confondue, avec depuis 2019 la création d'une unité de soins-études en addictologie. Donc ça nous permet aussi d'un peu mieux accueillir cette patientèle-là qui n'était pas toujours suivie dans notre établissement, plus parce que nous ne savions pas toujours comment les accompagner et les aider à passer leur dépendance, quels que soient les produits, ou aussi également parfois ce sont des dépendances aux écrans, aux jeux vidéo. Donc ça, c'est important que vous ayez aussi ça en tête. Donc ça permet d'accueillir un plus grand public. Il y a quelques contre-indications quand même, que sont effectivement des jeunes qui auraient des problèmes psychiatriques avec des maladies organiques associées, parce que nous n'avons pas un plateau technique de cet ordre-là. Les soignants et les professionnels sont vraiment des équipes de psychiatrie. Et puis également les jeunes qui ne pourraient pas être dans le niveau scolaire demandé. Tout à l'heure, je vous ai précisé, donc on fait au niveau du lycée, de seconde, terminale, puis après les étudiants. Donc les entrées se préparent, elles se font sur dossier avec une concertation bifocale. C'est bien que nous soyons là toutes les deux, puisque c'est Madame Olas qui est directrice des études, qui, avec moi, et aussi en lien avec une secrétaire, nous voyons les demandes sur dossier, parce qu'au sein même de l'établissement hospitalier, nous avons
une annexe du lycée support où nos patients vont être dans ce lieu-là des élèves, l'annexe du lycée Lacanal, et où Madame Olas est proviseur adjoint du lycée Lacanal, et là elle est dans son rôle de directeur de l'annexe du lycée Lacanal, et avec son équipe pédagogique. Dans leur classe, ils recevront des jeunes qui sont des lycéens et qui sont tous des patients de l'établissement et qui sont dans les services de soins. Donc, à nous deux, nous voyons donc les dossiers et nous donnons une réponse, favorable ou pas, c'est selon, et aux parents, aux jeunes et aux collègues qui nous adressent le patient, et puis à partir de là, il va y avoir tout un travail de préadmission et d'entrée qui va se faire dans les différents services. Pour que vous ayez une idée des équipes, ce sont des équipes pluriprofessionnelles dans les services de soins. Il y a des infirmiers, des éducateurs, des ergothérapeutes, parfois une psychomotricienne, psychologue, un temps d'assistante sociale, et nous avons aussi un cadre de santé, et puis des psychiatres, soit qui ont terminé leur cursus, soit en devenir. Et dans ce travail pluriprofessionnel s'intègre dans des temps de rencontre autour d'un jeune, régulièrement, de manière hebdomadaire, un enseignant qui est détaché par l'équipe pédagogique pour venir parler des différents jeunes d'un service. Et donc, même si nous avons des logiques et des approches différentes avec l'éducation nationale, travailler dans un établissement de la Fondation, c'est aussi faire le lien et être en complément avec les études et la logique de la scolarité. Ça nous amène à avoir des temps de réflexion et de suivi très différents, parce que le temps psychique n'est pas celui de la scolarité. Donc vous voyez, et vous pouvez imaginer les tiraillements que ça peut induire parfois. Et donc c'est figurer tout ce travail de soins et de suivi et d'études pour un jeune par un document que nous appelons dans notre jargon une coordonnance soins-études, où un jeune a figuré sur toute son activité de la semaine, et c'est parfois très dense, et parfois il y a des loupés, et on leur demande d'être à deux endroits en même temps. Enfin bon, ça c'est plus anecdotique, mais bon, pour vous dire un petit peu comment ça se passe. Donc vous imaginez le type de soins qu'on peut leur proposer avec les entretiens, et pour un jeune, après un parcours de soins en aigu, venir dans un de nos établissements et pouvoir renouer avec la scolarité. On parlait du travail qui me rend intelligent et puis qui permet d'aller mieux. Reprendre la scolarité pour nos patients, c'est souvent un enjeu important et qui peut ne pas aller de soi. Parfois c'est douloureux, ça ne va pas être possible, et puis parfois quand ça peut se remettre en place, on a le plaisir de voir le jeune évoluer et se développer et avancer et se reconstruire. Donc voilà, donc c'est un peu plus en amont de ce que nous partagions ce matin dans les évolutions et les partages des patients, mais je crois que c'est bien de le rappeler, parce que nos patients, ils sont là, ils sont dans les soins depuis longtemps, donc ce sont des pathologies lourdes, et souvent ça va les accompagner pour un temps de leur vie de jeunes adultes ou d'adultes. Et donc on travaille avec eux qu'ils puissent mieux se connaître, mieux connaître leur maladie. On travaille beaucoup avec les parents, parce qu'ils sont souvent et le plus souvent hébergés par leurs parents. Je n'ai pas précisé qu'on fait du dedans-dehors en permanence, mais c'est important de le savoir, parce que nos patients peuvent rester 1 an dans nos établissements, voire plus, et
et donc, pour éviter une forme de chronicité, on a des temps d'ouverture et de fermeture de nos services, et donc ce dedans-dehors, ça leur permet de garder aussi un lien avec leur famille, avec leurs amis, avec la ville, et pas être complètement dépendant des équipes soignantes. Et l'équipe pédagogique aide beaucoup aussi à cette ouverture, mais voilà, donc ça c'était pour vous figurer ce temps d'accompagnement de jeunes en amont. On a un appartement relais, parce que tout à l'heure on parlait des logements. Ça permet à certains jeunes, quand ils deviennent étudiants, de pouvoir être comme un tremplin avant de nous quitter. Ça permet de travailler la séparation, on va dire. Donc, je vais donner la parole à Madame Olas pour qu'elle dise quelques petits mots sur comment l'articulation peut se faire avec nous, même si c'est que 5 minutes. Merci beaucoup, bonjour. Je vais faire vite, promis. Merci pour l'invitation. Donc je vais compléter rapidement vos propos. Madame le docteur Benamou a dit déjà beaucoup de choses. Vous avez entendu que la FSEF est une vieille maison puisqu'elle fête son centenaire, dont le partenariat a évolué au fil du temps. Donc je vais vous épargner l'historique, mais peut-être vous dire un petit mot rapidement sur l'essence de ce partenariat actuel, qui est porté par des questions sociétales, évidemment, puisque vous savez que l'école, depuis la loi de 2005, se veut de plus en plus inclusive et a vocation à inclure au sein même de l'école tous les handicaps et tous les profils. Et effectivement, le partenariat prend sa naissance dans cette philosophie, puisque nous avons des jeunes gens qui ont eu des parcours de vie avec des accidents. Ils se sont éloignés de l'école de fait, et on sait, nous, à l'Éducation nationale, que chaque enfant qui s'éloigne de l'école prend le risque de devenir un décrocheur. Et les décrocheurs sont un enjeu sociétal et économique fort pour nous, puisque effectivement on s'aperçoit que les jeunes qui ont décroché ont plus de mal à s'insérer dans la société, à trouver un emploi, ont moins accès aux soins, et effectivement cette tendance s'accentue lorsqu'ils sont aussi en situation de handicap. Donc le partenariat prend vraiment sa naissance, prend sa naissance beaucoup plus loin, mais en tout cas existe encore aujourd'hui pour ça, pour aider ces jeunes gens qui ont eu à un moment donné de leur vie un éloignement de la scolarité pour des raisons qui leur échappent, et on est là pour leur permettre en tout cas de reprendre autant que faire se peut une scolarité. Voilà, donc nous avons différents dispositifs. Un dispositif soit en fonction du type de jeunes et en fonction de leur profil, soit on les accueille dans des dispositifs de remobilisation scolaire où on leur apprend à redevenir élèves, à reprendre confiance, et on a aussi des dispositifs de classe qu'on veut le plus ordinaire possible, effectivement de lycée, puisqu'on accueille essentiellement des lycéens pour préparer avec eux alors à la fois l'examen mais à la fois l'après, et préparer leur projet de vie, puisque soins et études, nous sommes 2 partenaires au service des jeunes, et nous avons pour vocation à être ces béquilles qui vont l'accompagner dans leur projet de vie, et à les aider à réinsérer, reprendre, je ne sais pas quel est le mot le plus juste, en tout cas, reprendre le plus normalement possible le cours de leur vie. Voilà j'ai fait assez court. Vous êtes parfaite. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions, pas plus, pour rebondir sur cette communication très intéressante sur ce partenariat entre la Fondation et l'Éducation nationale? Voilà. Donc voilà, merci. Juste derrière le vidéoprojecteur, si j'ai vu, voilà. Ça fonctionne. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Eric Finkel, je suis administrateur de l'AFTOC, Association française des personnes qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs. Et nous avons actuellement un projet de information, sensibilisation, déstigmatisation en milieu scolaire. Et
J'aimerais bien savoir quel lien vous avez avec l'éducation nationale, sachant que d'une façon générale, j'ai eu l'occasion de le vérifier, le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation fonctionnent un petit peu en silo. J'avais vu il n'y a pas très longtemps le vice-président de la commission des affaires sociales du Sénat. Ils me disent effectivement dans les affaires sociales, il n'y a pas l'éducation. Dans son périmètre. Alors là, bon, là c'est un petit peu à une autre échelle si vous voulez, hein. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez et comment vous pouvez travailler avec les écoles et l'éducation nationale de façon générale. Oui, alors le lien, il existe en tout cas entre la Fondation et l'éducation nationale par une convention qui nous lie. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est inscrit et une volonté de travailler ensemble. Après, je suis assez d'accord avec vous, on fonctionne, mais pas que l'éducation nationale et la santé, hein, avec d'autres ministères aussi, on travaille beaucoup en silo, c'est un peu compliqué. Par contre, le partenariat et le lien se fait plutôt au quotidien, dans un cadre géographique limité, des interventions qu'on peut faire avec les établissements du secteur. Alors, on a la chance d'être dans un territoire très urbanisé, donc ce qui fait qu'on recrute essentiellement, même si on n'est pas sectorisé, on recrute essentiellement des jeunes pour nous du 92 et du 75, donc ça facilite aussi les liens et les interactions avec les établissements, mais c'est pour ce qui nous concerne, en tout cas au niveau local, c'est plutôt du lien qui est fait au fil des situations qui nous sont présentées et du travail qu'on peut faire avec les équipes. Voilà. Donc on travaille pour les jeunes qui peuvent repartir en établissement scolaire. Moi, je suis là pour faire le lien avec les établissements scolaires et essayer de sensibiliser, même si c'est pas toujours facile, je vous l'accorde. En tout cas, il y a toujours une oreille attentive et bienveillante quand je me présente auprès de mes collègues. Alors le fait que je sois moi aussi proviseur d'établissement, ça ouvre forcément les portes et il y a une oreille forcément plus attentive. Et lorsque j'explique le projet, alors je ne vais pas vous dire que c'est 100%, mais c'est très très rare que j'ai des équipes réfractaires et qui ne sont pas à l'écoute. Voilà. Eh bien, écoutez, pas de souci. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment très intéressante, cette intervention. J'avais une question justement sur la partie recrutement. Comment ça se passait concrètement? Vous avez parlé que vous êtes dans un territoire local, à Sceaux, mais combien vous êtes au niveau national? Comment ça se passe au niveau des jeunes qui peuvent être, qui n'habitent pas forcément dans le 92 et qui peuvent avoir aussi ce type de pathologie? Voilà. Est-ce que vous avez des étudiants qui viennent de toute la France, étudiants lycéens, la même chose? Est-ce qu'il y a d'autres établissements? Voilà. Quel est le maillage finalement que vous avez? Je l'ai dit tout à l'heure un peu rapidement. En fait, il y a 13 établissements sanitaires sur l'ensemble du territoire. Nous ne sommes pas sectorisés, mais de plus en plus, il y a une politique de région, si vous voulez, qui s'est mise en place avec aussi, comme ça, l'extension sur l'ensemble du territoire. Alors, il y a des zones plus ou moins bien couvertes, voilà. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe, c'est plutôt en fonction de la région, on va dire, que les dossiers, c'est sur dossier, vont être plutôt orientés vers tel ou tel établissement de la Fondation Santé des étudiants de France. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Alors après, on est mieux connu et bien connu par certains établissements hospitaliers ou également par des assistants sociaux qui peuvent aider à constituer un dossier, parce qu'on en est encore à des dossiers papier et pas informatisés, je vous avoue, mais voilà. Mais après, je pense que si vous allez sur le site, vous verrez sur le plan géographique les différents établissements, et en fonction des âges et autres, et des missions. Ça peut vous permettre de trouver les réponses à vos questions sur l'orientation et comment ça se passe. Merci. Donc, on va clore pour le moment, remercier nos deux intervenantes pour les informations que vous avez apportées, hein, qui sont éclairantes sur ce débat. Et on va passer la parole donc au docteur Agnès Latour et donc à sa collègue, Madame Urtu Dallon. Allez-y. Pardon, bonjour.
Alors nous, on va vous présenter un dispositif qui fête ses 10 ans cette année et en fait qui est assez articulé avec ce qui vient d'être présenté, parce que donc, avec une tranche d'âge beaucoup plus jeune, parce que nous on s'occupe d'enfants entre 4 et 7 ans. Et effectivement dans un partenariat Éducation nationale, Mairie du 13e et l'Association de santé mentale du 13e, qui est donc l'intersecteur de pédopsychiatrie et le secteur de psychiatrie adulte du 13e. Donc notre dispositif a plusieurs noms, mais celui sous lequel il est connu justement auprès de l'Éducation nationale, c'est Service pilote d'appui à la scolarisation et d'accès aux soins. Et nous, plus localement en tout cas, on l'appelle la Maison des 5 Sens, et c'est une unité expérimentale donc de prévention au carrefour de l'école et du soin psychique. C'est donc, comme je vous le disais, un partenariat entre 3 entités que sont donc la mairie du 13e, l'Éducation nationale et l'Association de santé mentale du 13e. Son action se situe en lien avec l'école et en amont du centre de soins pour des enfants de 4 à 7 ans exprimant une souffrance en milieu scolaire. Cette unité a été créée en 2012 devant la double analyse qu'un trop grand nombre d'enfants étaient en difficulté dans leur vie d'écolier, tant sur le plan des apprentissages que sur le plan relationnel et comportemental, et qu'ils n'arrivaient que trop tardivement aux soins. L'idée fut alors d'aller vers ces enfants et leurs familles pour prévenir l'échec scolaire et l'installation de troubles psychiques. Ce sont bien souvent des enfants qui ne sont pas encore symboliquement arrivés à l'école et pour lesquels les institutions scolaires ont le sentiment d'avoir épuisé leurs ressources internes et leurs facultés d'adaptation. Donc ce fut la création d'un espace tiers, hors les murs de l'école et du CMP. Donc ce n'est ni tout à fait l'école, ni encore les soins, mais un espace intermédiaire où se rencontrent enfants, parents et équipe composée donc d'une enseignante spécialisée à temps plein, Claudine Hurtelehon, de 2 AESH qui sont donc les accompagnants des élèves en situation de handicap, qui sont elles aussi donc 2 et à temps plein, et en antenne du CMP, à temps partiel, voire très partiel, on a une psychologue, une orthophoniste, une psychomotricienne, une éducatrice spécialisée, un tout petit temps de secrétariat, et puis donc moi en tant que pédopsychiatre. Je vous raconte rapidement donc un peu le processus, et puis Claudine le détaillera un peu, mais donc l'idée c'était vraiment de partir du terrain et de l'observation directe des enseignants et des directeurs d'école de ce qui se passait pour ces enfants dans leur école. Donc c'est les écoles de l'arrondissement du 13e qui font, en accord avec les parents, la demande que l'enfant intègre ce dispositif, demande qui se contractualise lors d'une réunion à l'école en présence des parents, de l'équipe pédagogique, de Claudine et de moi-même. Tout au long de la prise en charge de ces enfants, et je vous détaillerai donc le rythme, la rythmicité où ils viennent sur la Maison des 5 Sens, mais tout au long de ce temps d'observation et d'évaluation à la Maison des 5 Sens, on poursuit les échanges avec l'école et les parents. En pratique, les enfants sont accueillis par petits groupes de 6 maximum, 2 demi-journées par semaine. Donc en fait, on a 3 groupes de 6 enfants qui viennent donc chacun 2 demi-journées, toujours les mêmes demi-journées, sur une période de 6 à 9 mois, voire 12 maximum, mais en général, c'est une année scolaire, mais qu'on échelonne sur l'ensemble de l'année. Donc il y a des enfants qui arrivent en septembre, d'autres qui arrivent en novembre, et d'autres en janvier, ce qui permet aussi parfois des jonctions entre la grande section et le CP. Et donc on les accueille sur une maison qui est au cœur du 13e. Et donc ces enfants viennent 2 demi-journées séparées dans la semaine, et le reste du temps, ils sont évidemment inscrits et ils restent scolarisés dans leur classe. Ils viennent sur les mêmes horaires que l'école et ont alternativement, donc sur les temps, la demi-journée où ils sont avec nous, un temps de classe avec une approche pédagogique personnalisée, différenciée, et des temps de médiation en petits groupes de 2 à 3 enfants avec des soignants. Chaque enfant a aussi un emploi du temps régulier qui lui permet, en parallèle de cet appui à la scolarisation, de rencontrer des soignants dans 2 ou 3 ateliers à médiation par semaine. Ce sont des ateliers généralement co-animés de psychomotricité, de motricité, de langage ou de jeu, et donc on compose comme ça les médiations, et le choix d'inscrire un enfant dans tel ou tel atelier se pense évidemment ensemble, en équipe, à partir de l'observation que l'enseignante spécialisée Claudine a faite de chaque enfant dans son école en amont de l'arrivée à la Maison des 5 Sens. Moi, je reçois les enfants en consultation avec leurs parents, donc régulièrement pendant la prise en charge, et l'idée de ces consultations, c'est justement de favoriser à ce moment-là une approche du soin psychique,
mais sans s'y substituer, ce qui pourrait être une tentation tant l'urgence parfois clinique, éducative et sociale se fait sentir. L'idée est bien de se situer dans un entre-deux pour permettre ensuite, si cela est pertinent, de passer la main au CMP. Notre écoute et observation clinique portent sur le fonctionnement cognitif, le fonctionnement psychique et soutiennent chez les parents leur investissement et la compréhension des difficultés de leur enfant. Ce qui nous différencie de notre pratique à la Maison des Cinq Sens de celle que je fais par ailleurs au CMP, c'est bien la question de la prévention hors les murs, d'aller rencontrer enfants et familles là où ils sont, socialement et psychiquement, en limitant la stigmatisation. Notre cadre de travail, en se déplaçant ainsi vers l'extérieur, se décale nécessairement et se déforme. Notre position d'observateur et de clinicien n'est pas tout à fait la même qu'au CMP, même si notre cadre interne, finalement, ce avec quoi on travaille, reste le même. Et il en est de même pour l'enseignante qui se décale donc dans les apprentissages avec les AESH. Et il nous semble justement que ce sont ces variations et cette malléabilité du cadre qui nous permettent de rencontrer ces enfants et leurs familles. Et par ailleurs, donc ce qui rejoint un petit peu ce qu'ils disaient tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement la co-construction d'un cadre commun éducation nationale pédopsychiatrie a suscité débats et réflexions au sein de l'équipe, l'enjeu étant justement de faire coexister ces deux références et de les articuler sans les confondre et sans les indifférencier. Je passe la main à Claudine, enfin la parole plutôt, pour qu'elle vous raconte un peu donc, ses liens avec les écoles et la façon dont on accueille les enfants sur le plan scolaire pour l'accès au savoir. Bonjour, donc moi je suis Claudine Urtu-Delaune, je suis enseignante spécialisée. Je suis à la Maison des Cinq Sens depuis maintenant 6 ans. Et je suis un petit peu pour les écoles et les familles le point d'entrée à la Maison des Cinq Sens, c'est-à-dire que mon premier rôle va être d'aller observer les enfants pour lesquels les écoles se questionnent, d'aller les observer dans leur classe, dans leur milieu naturel, de discuter avec les équipes. Donc ce qui facilite cette première étape, c'est que je suis une collègue, on a donc un langage commun, des préoccupations communes, une idée qui est un peu la même de ce qu'on peut attendre d'un enfant de 4 ans, de 6 ans, de 7 ans. Et donc ce qui revient beaucoup chez les collègues qui m'appellent, c'est cette idée que ces enfants ne sont pas des élèves. Donc je voulais juste revenir rapidement sur cette notion qu'on confond toujours un petit peu avec ce qu'on appelle à la maternelle le vivre ensemble. Mais être un élève, c'est beaucoup plus complexe que de vivre ensemble, c'est apprendre ensemble pour les enfants. Et on apprend ensemble dans un endroit particulier qu'est l'école, avec des gens qu'on n'a pas choisis, des pères qu'on n'a pas choisis, des enseignants qu'on n'a pas choisis. Et l'idée d'apprendre ensemble, c'est aussi l'idée d'avoir des valeurs communes, d'avoir un langage commun, d'avoir des codes communs. C'est pas uniquement être capable de respecter des règles communes, les règles de la vie en communauté, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et ces enfants, dont le docteur Latour vous a dit tout à l'heure, qui ne sont pas symboliquement encore arrivés à l'école, c'est que ce sont des enfants qui n'ont pas toujours tous ces codes, alors pour des raisons diverses et variées, mais qui ne parviennent pas donc à rentrer dans les apprentissages avec les autres. Donc être élève, c'est vraiment posséder ces prérequis pour pouvoir apprendre avec les autres. Et c'est ce qu'on va aider, ces enfants à faire à la Maison des Cinq Sens. Donc les enfants sont accueillis en tout petits groupes de 6 maximum, des petits groupes qu'on scinde même en 2. C'est-à-dire que lorsque un groupe de 3 va être avec la psychomotricienne, avec l'éducatrice, avec l'orthophoniste, 3 autres enfants vont être en classe avec les 2 AESH et moi, de façon à avoir un travail totalement individualisé sur chaque demi-journée, pour faire de la remédiation pédagogique et aider les enfants justement à avoir ces codes, à avoir ces prérequis, et en fonction de leur modalité d'apprentissage, qui sont souvent très différentes d'un enfant à l'autre, de réussir à acquérir ce qu'on attend d'eux à l'école. Donc là, l'idée, en travaillant en un pour un dans la classe, c'est vraiment de ne rien s'interdire, d'essayer des choses, de travailler différemment de l'école, déjà en individuel, puis en groupe de 2, en groupe de 3,
en petits groupes de 6, de façon à progressivement les amener à rejoindre le grand groupe pour qu'ils puissent apprendre, continuer d'apprendre comme les autres. Les enfants restent chez nous 1 année, ce qui est à la fois ce qui semble un petit peu long, mais qui est très très court en fait pour des enfants qui ont ce type de difficultés scolaires et qui sont liées à des difficultés psychiques évidemment. Donc l'idée est de leur donner du sens, d'essayer de les lancer sur des apprentissages individuellement. Voilà. Donc notre rôle, ce que disait le docteur Latour, il se décale un petit peu parce qu'on a aussi des rôles de coordination, c'est-à-dire que moi je fais beaucoup de liens entre la Maison des 5 Sens, l'équipe de la Maison des 5 Sens et les équipes dans les écoles pour que les enfants ne perdent pas le fil. On fait le lien avec les parents, le docteur Latour fait le lien avec les soins, etc. Donc c'est beaucoup un travail de coordination pour mettre les différents acteurs, pour leur permettre de travailler ensemble, pour essayer d'être tous sur la même... voilà, d'aider les enfants tous dans le même sens. Voilà. Donc on décloisonne aussi beaucoup pour que les parents sachent que l'information circule, que les enfants sont pris en charge de manière globale entre l'école, nous, et puis on espère les soins. Alors, lorsque l'équipe d'une école nous appelle, ça peut venir à la fois d'un directeur, d'une directrice, d'un enseignant, d'un psychologue scolaire, d'un maître E, un maître G, donc les enseignants spécialisés des RASED. Le problème des RASED, c'est qu'ils sont en voie de disparition dans les écoles. Donc j'ai des collègues de RASED qui font appel à moi parce qu'en fait, les enfants qui viennent à la Maison des 5 Sens sont des enfants qui ont des difficultés à s'inscrire dans une classe, dans des apprentissages dans une école, mais pour des raisons qui dépassent un peu l'école, si vous voulez. C'est-à-dire que ce sont des enfants pour lesquels on sent qu'il faut autre chose qu'un enseignant spécialisé. Il faut du soin. Il faut un enseignant spécialisé, il n'est pas ne serait-ce qu'orthophoniste. C'est un métier différent. Donc ce sont des enfants pour lesquels l'école sait qu'il faut autre chose en plus et qui n'arrivent pas à accompagner les parents vers ces soins pour leurs enfants. Donc nous, on les aide aussi à ça. Donc moi, j'ai des liens avec mes collègues du RASED. Je travaille souvent avec eux quand les écoles ont la chance d'avoir un RASED et quand ces enseignants prennent en charge aussi les enfants qui viennent chez nous. Donc on travaille ensemble pour essayer de travailler dans le même sens. C'est ce que je disais tout à l'heure, nous on essaye le principe de l'enseignement spécialisé, c'est justement de faire autrement, c'est d'essayer des choses. Donc on se transmet aussi ce qu'on a essayé, ce qui marche pas, on essaye de travailler comme ça, main dans la main, pour essayer d'avancer le plus rapidement possible. Alors, non, pas de vers la MDPH, ça dépend, parce que c'est pas toujours... Alors, l'idée, effectivement... Alors, souvent, ça, c'est dans un autre temps. C'est-à-dire que le temps à la Maison des 5 Sens, c'est déjà vraiment un temps d'observation, d'échange, et au fil des consultations, d'arriver à construire, justement, avec l'enfant et ses parents, un regard commun sur les difficultés qu'il a à l'école, mais voilà, au sens large, c'est-à-dire qu'à la fois, ça nous arrive d'avoir des enfants à la Maison des 5 Sens qui n'ont pas tant de difficultés dans les apprentissages, mais qui se retrouvent très très en difficulté dans leur lien aux autres enfants, dans leur capacité justement à être en groupe et d'apprendre avec d'autres. Et donc c'est vraiment tout ce travail au fil de l'année d'arriver à construire ça et de permettre aux parents de s'identifier suffisamment à ce que vivent leurs enfants pour accepter l'idée d'aller vers le CMP, avec l'idée justement que quand ils vont au CMP, ils sont un peu prioritaires parce qu'il y a déjà eu quelque chose un peu avant.
et de permettre d'installer des soins finalement après assez rapidement. Et c'est dans les soins que se construit l'idée d'une reconnaissance MDPH si c'est nécessaire. Mais ça vraiment pour le coup c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est qu'on ne fait aucune reconnaissance MDPH au sein de la Maison des Cinq Sens, qui court-circuiterait tout un processus de soins et une réflexion autour du handicap. Donc c'est des enfants quand ils viennent à la Maison des Cinq Sens qui ne sont pas encore dans les soins, qui n'ont pas de reconnaissance MDPH et qui n'ont pas un trouble psychique trop massif. C'est-à-dire que si c'est évident d'emblée qu'on va se situer dans quelque chose où le soin est très urgent, on va renoncer à la Maison des Cinq Sens pour ne pas perdre trop de temps non plus, parce qu'on est quand même dans un temps intermédiaire. Et pour reprendre sur la question des RASED, en général, c'est des enfants qui sont déjà passés par le RASED. Alors, même si il n'y en a pas en moyenne section, mais pour les enfants, par exemple, parce qu'on accueille des enfants jusqu'au CE1 inclus, et ça arrive que ce soit des enfants qui ont déjà fait un peu de RASED pendant le CP. Et là, ce qu'on propose, c'est vraiment de poursuivre le RASED en parallèle de la Maison des Cinq Sens, que ce qui a été initié par l'école dans l'école puisse se poursuivre. Et nous, c'est vrai qu'on joue un peu en dehors, à côté, avec, mais en se décalant un peu. Et ce décalage, il est absolument... c'est lui qui produit en fait aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire d'être en dehors, de permettre de tiercéiser, de relancer des processus. Enfin, il y a une dynamique en étant en dehors de l'école qui est très précieuse. Alors, juste une question, merci. Yes. Une Bonjour. question parce qu'on est en retard. Donc, Moi, je m'appelle Corinne Lambert, je travaille à la direction santé publique à la ville de Nantes. Et j'ai une question. C'est un dispositif expérimental, d'après ce que j'ai compris. Ce que je voulais savoir, c'est comment est financé ce dispositif ? Alors, en fait, on a gardé l'idée d'expérimental. Après, on est tenu par des conventions. Enfin, ouais. Tout est quand même complètement posé. Et donc, c'est plus si expérimental que ça. Quand ça fait 10 ans que ça fonctionne. Et puis, on a évolué quand même au fil du temps. C'est-à-dire, entre le projet initial en 2012 et maintenant, je pense qu'on a constitué quelque chose qui est vraiment pérenne et qui va pouvoir se poursuivre. Et les financements, ils sont très clairs, en fait. C'est-à-dire que la mairie du 13e nous prête cette maison, enfin, nous donne cet espace. Oui. L'éducation nationale, une enseignante et 2 AESH. Et puis, du côté du soin, c'était vraiment plein de petits temps qu'on a regroupés. Mais pour donner une idée, la psychologue, la psychomotricienne, l'orthophoniste, c'est 4 heures par semaine. Enfin, c'est la mise à disposition du personnel et les locaux par la ville. Voilà, exactement. Merci. Excusez-moi, une autre question. Est-ce que ça existe ailleurs ou pas ? Ou c'est juste vous qui avez commencé à expérimenter ? Alors ça, c'est toute une histoire. Non, en fait, c'est vraiment l'ASM 13, l'ASM 13, le 13e, qui est à l'initiative et qui a créé cette maison des Cinq Sens. Après, on travaille, on a eu beaucoup de visites ces dernières années pour qu'il y ait d'autres maisons des Cinq Sens, déjà à Paris, en fait, en appui aussi sur des CMP qui étaient, je pense, dans une approche clinique assez similaire à la nôtre. Donc ça a émergé dans l'idée, dans le 19e, dans le 14e. Mais en fait, c'est quand même... C'est en cours, mais je ne sais pas si ça pourra se faire ou pas. En tout cas, ça a donné des envies. Bien, merci donc, de ces informations et de ces échanges. Nous allons passer maintenant de la petite enfance aux adultes. Donc avec... Donc l'équipe de Jean-Alexandre Martins qui va nous présenter leur travail. Bonjour, Jean-Alexandre Martins. Donc je suis directeur de l'ESAT de l'Élan dans le 13e arrondissement de Paris. Donc je représente les... Vous m'entendez là ? Je vais parler comme ça. Donc je suis le directeur de l'ESAT de l'Élan dans le 13e arrondissement de Paris. Je suis accompagné de Romuald Cheminot qui est éducateur technique spécialisé et de 2 travailleurs de l'ESAT qui sont à l'ESAT depuis plusieurs années. Et on va vous parler de l'activité bureautique. Depuis quand ? 17 ans. 17 ans. On est venu vous parler de la transmission des savoirs, la formation et de la place de la bureautique aujourd'hui, puisque c'est une activité qui est très très demandée. Il faut savoir qu'on a une capacité d'accueil de 177 places. On a plusieurs ateliers, des ateliers intramuraux, des ateliers extérieurs, mais la bureautique représente plus de 80% des demandes. Ça veut dire qu'on n'a pas de place pour tout le monde, il y a très peu de mouvements, mais tout le monde veut s'essayer, découvrir cette activité, savoir un peu ce que c'est. La bureautique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, à l'ESAT en tout cas, c'est tout type de travail que peut être amené un employé de bureau. Et donc nous devons nous assurer la formation qui est très large de tout ce qu'on peut proposer quand on est dans ce domaine d'activité. Donc ça va de tâches très très simples, classement, archivage, un peu basique, jusqu'à l'utilisation de machines très complexes, de logiciels, de bases de données, etc.
Il n'y a pas de prérequis pour entrer à l'ESAT. On organise des stages, on permet aux personnes de venir s'essayer, venir découvrir ce qu'on fait. Nous, on propose un cadre, on essaie de voir si ça fonctionne ou pas. On s'est rendu compte au fil des années que souvent c'était une question de rencontre. Les personnes essayaient, faisaient sauter quelques appréhensions, quelques freins, et puis on arrivait, nous, à mettre en marche quelque chose dans les semaines qui suivent l'intégration. Je vais laisser après mes collègues parler de formation et de parcours. Nous, on met en place tout ce qu'il faut pour pouvoir assurer la formation, qui est adaptée à chaque personne, et puis on essaie de mettre en place une question de parcours. La notion de parcours à l'ESAT, c'est travailler en interne, monter en compétences, avoir un peu d'autonomie, gagner en confiance et peut-être à un moment s'essayer à l'extérieur, au milieu ordinaire de travail, soit par le biais de prestations extérieures, très courtes, soit par le biais d'ateliers hors les murs, soit par des prestations plus longues, jusqu'à, pour certains, retourner en milieu ordinaire pour ceux qui le souhaitent. Les ateliers bureautiques à l'ESAT, il y en a plusieurs, puisqu'on en a ouvert un, ça a marché plutôt pas mal, et comme il y avait beaucoup de demandes, on l'a agrandi, et puis quelques années après, on en a ouvert un autre, une rue derrière, donc tout ça est très complémentaire, et c'est un métier qui évolue constamment, donc on est obligé tout le temps de faire évoluer nos pédagogies d'apprentissage, nos formations, et puis de rechercher des clients. Les machines évoluent, les logiciels évoluent, et ce que nous proposent les clients évolue aussi, c'est ce qui fait que ça bouge tout le temps, on n'est pas sur quelque chose de chronique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Aujourd'hui, on a dû grouper des activités, par exemple le conditionnement a dû faire entrer des outils informatiques parce que les métiers en tant que tels, comme ils existaient il y a 10-20 ans, n'existent plus aujourd'hui. Donc on est obligé de s'adapter, ça veut dire qu'il y a des travailleurs qui s'y retrouvent, d'autres un peu moins, mais on essaye de faire ça, de proposer en tout cas à chacun de pouvoir toucher à l'informatique dans le cadre de son travail, en créant des postes plus ou moins complexes dans les ateliers. La formation, elle se déroule au quotidien de façon très très personnelle, ça je vais laisser parler M. Cheminant. Ce qu'on appelle le soutien de premier type, c'est ce qu'on fait au quotidien dans les ateliers. Et il y a aussi après des plans de formation qui là sont individualisés, soit collectivement avec des formations sur des logiciels qu'on utilise tous ensemble dans l'atelier, soit très très personnel quand il y a un projet très très clair, défini. Et à ce moment-là, on parle plus de CAP ou de passeport, comment on dit ça? PCIE, passeport compétences informatique, voilà, qui est reconnu à l'international. Mais ça se passe principalement quand même dans ce qu'on fait à l'intérieur de l'atelier et de ce qu'on peut faire par rapport au travail que nous amènent les clients. Je vais laisser la parole à Romuald Cheminant qui va vous expliquer un peu comment on travaille cette question de le gain d'autonomie, la formation, puisqu'il n'y a pas de manuel à proprement parler, on est obligé de s'adapter à chacun. Et puis après, très rapidement, peut-être vos ressentis sur quels étaient vos freins quand vous êtes rentré à l'ESAT, où vous en êtes aujourd'hui, ce qui manque, si vous voulez râler, c'est le moment. Bonjour. Comme le disait M. Martins, effectivement, au sein de l'ESAT de l'Élan, on individualise un maximum, en tout cas, les formations et le développement de capacités qu'on peut proposer à chaque travailleur, ce qu'on appelle, nous, du coup, chaque usager ou des travailleurs. Et au sein de leur arrivée, au bout du premier mois, on réalise un entretien au cours duquel on va essayer de déchiffrer les grandes lignes des objectifs et des souhaits de chaque travailleur. Donc ça peut être très varié, chacun vient y chercher un petit peu ce qu'il a envie, ce qu'il idéalise, ce qu'il souhaite. Et ça peut donc partir soit sur des compétences techniques, ou bien alors plus par rapport à un rapport au travail, à ce que ça peut renvoyer, ou des compétences diverses. Une fois que ce premier projet a été établi, ça va nous donner un fil conducteur tout au long de l'année, puisque ces entretiens se formalisent chaque année, et au cours desquels, du coup, nous allons définir différents postes de travail, différentes activités. Il est très rare qu'à l'arrivée de travailleurs, on puisse déjà parler de faire passer des formations externes, et là, on va plus se consacrer à des formations internes. Et ça, c'est quelque chose qui arrivera après dans le temps.
Petit à petit, selon, parce qu'on est quand même assez tributaire de l'extérieur et de nos demandes des clients, on va adapter les demandes que l'on a reçues avec les objectifs de chacun. Une personne va souhaiter pouvoir se spécialiser un peu plus sur de la reprographie, d'autres ça va être plus sur de la saisie, des personnes un peu plus en difficulté vont être que sur de l'archivage ou des choses comme celle-ci. Et donc du coup on adapte chaque année selon le souhait de chaque personne. Au fil du temps, on peut ensuite envisager, toujours selon la volonté et le souhait de chaque usager, de pouvoir ensuite se former et de pouvoir, comme le disait M. Martins, s'essayer à l'obtention d'une certification ou d'un diplôme. Là, pour le coup, à ce jour, on n'est pas encore, nous, formés. Ouais. Et on se fait accompagner pour pouvoir faire passer des VAE ensuite au sein de l'atelier bureautique. Mais il y a d'autres ateliers qui le font aussi. Mais concernant l'activité bureautique, c'est mis en place depuis maintenant 5 ans, 6 ans, il me semble. Voilà ce que je peux à peu près vous dire sur comment on aborde le travail. C'est pas vert. Oui, et il y a des postes, on est obligé un peu de créer les choses, puisque par exemple là, on a dû développer une centrale d'appel il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, il a fallu qu'on aille chercher un peu des référentiels qui n'existent pas forcément, donc c'est des choses qu'on fait ensemble aussi, on lance l'activité, puis on ajuste au fur et à mesure, et c'est vrai que les travailleurs qui sont dans l'atelier depuis maintenant quelques temps apportent aussi des éclairages et nous donnent aussi des pistes de ce qu'on peut développer. Bonjour, moi je m'appelle Karim Matouk, donc ça fait 6 ans que je suis à l'ESAT de l'Élan. Avant j'étais en conditionnement dans le 12e, pas loin de Donation, aux ateliers de GEMAF, je faisais du conditionnement. J'ai changé parce que j'ai voulu travailler plus dans la bureautique. Donc voilà, ça se passe très 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 bien et vraiment je suis très content et j'aimerais tellement qu'il y ait des personnes qui aient un chemin comme ça, c'est-à-dire que voilà, qu'il y ait un processus. Vraiment, j'ai eu de la chance parce que bon, j'ai été hospitalisé, j'ai eu quelques difficultés et petit à petit, vraiment, j'ai bien été aidé et donc là, je fais un détachement à quai de Bercy, Charenton-le-Pont. Je fais de la numérisation, voilà, et ça se passe très 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 bien, voilà. Donc, je sais que ma mère, elle est en retraite et elle est bénévole dans l'UNAFAM et vraiment elle me dit tout le temps qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aide et ils ont vu le chemin que j'ai fait, donc voilà. En prestation extérieure, c'est-à-dire que vous travaillez toujours à l'ESAT, vous travaillez chez un client et vous continuez à venir à l'ESAT, il y a un suivi qui est fait, mais vous êtes en prestation et vous avez un référent sur place, c'est ça, un donneur d'ordre, mais vous restez rattaché à l'ESAT. C'est ça. Je m'appelle Philippe Touami, ça fait 17 ans que je suis à l'ESAT de l'Élan et j'ai commencé au conditionnement et après je suis passé en bureautique. On a travaillé pour l'agence de voyage Thomas Cook. Puis là maintenant je suis au pôle téléphonique pour Kantar. Voilà. Et je suis très content d'être à l'ESAT de l'Élan. Puis ça m'a aidé à me stabiliser parce que j'avais des problèmes psychiatriques. Donc voilà, je suis content d'être là-bas. Et voilà. Donc un sacré parcours aussi. Donc voilà, deux personnes qui sont à l'ESAT depuis quand même quelques années maintenant. Et je parlais tout à l'heure de notion de parcours. C'est très compliqué d'envisager le parcours quand on rentre dans un ESAT, on ne sait pas si on va y rester, si c'est qu'un marchepied ou pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, on ne sait pas trop. Parfois, on parle de l'extérieur, parfois, on parle juste de prestations extérieures. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Une question. Oui, avant la question, je voudrais juste apporter un petit complément à ce que vous avez dit. Je ne suis pas de l'ESAT, mais j'ai eu l'occasion de vous rencontrer, de vous interviewer. Et ce que vous soulignez, c'était le peu d'absentéisme dans cette partie d'activité, parce qu'il y a tout cet accompagnement formation qui est là.
cette disponibilité et qui fait que les gens sont très investis. C'est ce que vous me disiez, ce qu'on a pu entendre aussi. Tout à fait. Tout à fait. Mais là, c'est pour l'ensemble des ateliers. C'est-à-dire que les personnes qui rentrent à l'ESAT, il n'y a pas de prérequis. La seule chose qu'on demande, c'est que les personnes aient un suivi médical à l'extérieur. Oui. Et c'est vrai qu'il y a un investissement un peu différent et on a très peu d'absentéisme par rapport au milieu ordinaire. Enfin, on en a moins, mais il y en a quand même. Bonjour. Justine Allard du Clubhouse. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir dans les formations individuelles, est-ce que le rythme de la personne est considéré dans le sens, déjà, il y a des personnes pour qui le lever le matin est très compliqué, avec des traitements, etc. Et le rythme d'apprentissage va être différent aussi. Donc voilà, avec les rythmes biologiques et psychologiques des uns des autres. Est-ce que la formation individuelle répond à cette adaptation? Merci. Oui. Alors, bien sûr, puisqu'on est dans un accompagnement personnalisé. Donc tout ça est pris en compte. Après, on fait très très attention pour quand même rester tout le temps dans une réalité de travail. On est une structure médico-sociale, mais on est un lieu de travail, un milieu protégé. Et on vient après tout ce qu'on a pu entendre tout à l'heure. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent chez nous ont eu un parcours de soins et se sentent prêts à un moment de remettre le pied dans le travail. Et toute la question, c'est est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que c'est du vrai travail ou pas? Donc il faut qu'il y ait quand même une question de production, d'assiduité. Et pour la formation, par exemple, c'est pas une question de formation. La formation, elle rentre au fur et à mesure. Ça, c'est propre à chacun. Mais pour pouvoir occuper un poste, il faut un minimum de formation qui permet d'occuper ce poste. Par exemple, je prends l'exemple du pressing, puisqu'on a un pressing. Quelqu'un qui va repasser une chemise en une journée, ce ne sera pas possible. Quelqu'un qui en fera un minimum, même s'il en fait moins que son voisin, ça ira. Après la formation, on va essayer plein de choses pour essayer de déverrouiller des choses et pour accompagner la personne à. Mais Romuald, bien sûr, on met en place des mi-temps, on met en place plein de choses. On est vraiment sur du sur-mesure quasiment la première année. Après l'exercice, effectivement, entre les moniteurs qui sont, les éducateurs et les moniteurs qui sont des accompagnants de proximité sur le terrain, et le psychiatre et toute l'équipe pluridisciplinaire, c'est à quel moment on est dans du travail, à quel moment on l'est moins. Mais bien évidemment, c'est pris en compte. Tout le monde ne va pas à la même vitesse, et nous, on n'a pas d'objectif de rentabilité, par exemple. Les gens ne sont pas payés au rendement, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de critères d'embauche, donc on est vraiment sur une entrée tranquillement. Ce qui nous importe, c'est de savoir si est-ce que c'est le projet de la personne, est-ce que ça fait sens, et est-ce que les efforts fournis pour venir travailler ne sont pas plus coûteux, voilà, est-ce que c'est pas iatrogène, voilà, de venir à l'ESAT, malgré tout l'attachement qu'on peut avoir à certains moments. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bonjour, m'appelle Jean-Pierre, éducateur technique aussi. Et actuellement, je travaille dans un ESAT et je suis en train de travailler sur tout ce qui concerne le parcours d'orientation des personnes auxquelles j'accompagne. Il y a deux choses qui m'interpellent. Les deux choses qui m'interpellent, c'est concernant le référentiel sur lequel vous appuyez pour pouvoir travailler votre parcours. Donc, quel est Alors, pour toutes les activités, on s'appuie sur le référentiel CAP, mais en bureautique, c'est un peu un piège puisque, comme c'est un mélange de plein de métiers, on a été prendre ce qu'il y avait dans les CAP, par exemple, standardiste, agent d'accueil, mais il y a des choses qu'il a fallu qu'on prenne, par exemple, dans les formations, dans des modules de formation. Oui, si ça vous intéresse, il y a le référentiel Equal qui existe. Et là-dedans, le référentiel quoi? Equal. Equal, oui, on s'appuie aussi là-dessus. Vous pouvez vous appuyer dessus. Ouais. Et donc, moi, quand je faisais partie de référentiel, c'est le référentiel, CLEA, avec les 7 domaines de compétences qu'on demande. Donc, de plus en plus, on demande ça aux entreprises. Et si jamais on veut faire la transition entre ESAT et entreprise dite lambda, sachant que, c'est pas du tout les mêmes compétences et c'est pas, comme on travaille en ESAT, on n'a pas de contrat de travail. On est rémunéré, et tandis que lorsqu'on passe dans une entreprise, on est sur le code du travail. C'est pas du tout la même chose. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place pour faire ce style de transition? Merci. Alors, la transition entre le statut de travailleur handicapé et le statut de salarié? Alors, je ne sais pas trop quoi vous dire là-dessus, parce qu'il y a un contrat en ESAT, il y a un contrat type, c'est un contrat d'aide et de soutien par le travail. Effectivement, les gens ne sont pas salariés, ils sont dans des structures médico-sociales. La transition, elle se fait
c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est du personnalisé, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir besoin de formation et d'un accompagnement en prestation extérieure ou pas, mais en groupe ou en individuel, tout ça est discuté tout au long de l'année, voire même sur les années qui passent. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un besoin aujourd'hui ne sera peut-être pas le même dans 6 mois, dans 1 an. En termes d'autonomie et de polyvalence, ça se développe et on ajuste. Excusez-moi, quand je fais référence de travail, il faut savoir que comme on travaille en ESAT, on est protégé, et lorsqu'on passe dans dans une entreprise lambda, on est sur le code du travail. C'est pas du tout la même chose. Non, mais moi je suis ESAT. Moi je suis ESAT, je suis pas entreprise. Oui, mais voilà, mais quand vous parlez de transition en disant que que vos travailleurs en situation de handicap, ensuite après qu'ils vont plus tard travailler dans une entreprise dite lambda, c'est là que je m'interroge. Alors, je crois qu'il fait référence au tout détachement. À fait. Mais les prestations extérieures, ça n'a rien à voir. Non, tout le monde ne souhaite pas aller travailler en milieu ordinaire déjà. Donc, les personnes qui le souhaitent, c'est quelque chose qui est travaillé dans les mois, voire dans les années qui précèdent. Ça se fait vraiment au fil du temps. Donc, l'accompagnement, nous, ce qu'on assure, c'est que la personne part le plus près possible, avec tous les autres types possibles. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on assure le retour immédiat si jamais ça ne se passe pas bien. On essaye de rester en lien quand la personne veut bien jouer le jeu. Et puis, quand les employeurs s'appuient sur nous, ça marche, tout marche bien. Mais en réalité, la vie, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent « là, maintenant, je vais aller en milieu ordinaire », qui ne veulent plus entendre parler de nous pendant quelques temps. Il y a des employeurs qui s'appuient sur nous quand ça va bien ou quand ça va mal, d'autres pas du tout. Enfin, nous, ce qu'on propose à l'ESAT de l'Élan, en tout cas, c'est un suivi pour ceux qui le souhaitent. On le fait, on reste en lien, on met en place des choses si on peut, alors qu'ils sont sortis de l'ESAT, et on reprend les gens immédiatement s'il y a besoin. Mais en dehors de la préparation, qui est vraiment, j'insiste sur le sur-mesure qu'on fait à l'ESAT, de ce qu'on peut proposer, il n'y a pas grand-chose d'autre aujourd'hui. Alors, il y a des choses qui se mettent en place, il y a du job coaching, il y a des choses comme ça, mais tout ça est en transformation. C'est-à-dire que les ESAT sont en train là, de passer un cap, il y a des choses qui se mettent en place. Les contrats qui nous permettent de rester en lien avec les employeurs et les travailleurs quand ils sortent, il faut qu'on soit à 3 à signer le contrat, et ce n'est pas toujours facile. Une question. En dehors des prestations extérieures aujourd'hui, en vrai, il y a des entreprises qui font appel à nous en nous demandant, nous on a telle mission, on a ça, est-ce que ça peut intéresser des gens? Ça sert de période d'essai en réalité. Et quand des entreprises jouent le jeu et que ça se passe bien, elles s'appuient sur nous pour éventuellement après déboucher sur une embauche. Mais j'ai pas d'autres choses, d'autres outils. Aujourd'hui, il n'existe pas d'autre chose que ça. Alors, je vais juste répondre au monsieur. Donc, je suis job coach sur un dispositif qui s'appelle Emploi accompagné. Et je travaille à la Fondation des Amis de l'Atelier. Il y a une nouvelle réforme qui est en train de se mettre en place pour faire justement de la passerelle entre l'ESAT et le milieu ordinaire. Et donc, c'est en cours, hein, c'est toute une organisation qui est en train de se mettre en place. Et effectivement, alors quand ce sera le décret sera bien passé, il y aura une possibilité pour les travailleurs en ESAT cumuler un emploi en milieu protégé avec un emploi à l'extérieur. Voilà. Bon, désolé, mais je crois qu'il faut qu'on interrompe. Voilà, donc c'était juste pour essayer d'apporter une réponse à ce monsieur-là. Merci beaucoup à vous de vos apports et compétences. Voilà, Madame Ullmann et Monsieur Jacquin sont invités à rejoindre la table. 2 places, ça suffit. Hein, voilà, parce que là, voilà. Bon, c'était un forum assez dense, celui-ci, donc, avec beaucoup d'interventions. Voilà. Vous passez un micro, voilà. Donc bonjour à tous, vous m'entendez? Ouais. Donc je me présente, Willy Jacquin. Donc merci aux organisateurs et puis aussi à ma directrice de thèse
à côté qui m'a invité à participer à ce salon. Donc moi, je vais faire un petit pas de côté d'emblée par rapport aux présentations qu'il y a eu juste avant. Et je ne vais pas parler forcément de la personne qui est dit d'emblée fragile ou vulnérable, mais je vais parler des aidants, en fait, et des aidants, des proches aidants à domicile. Et du coup, je travaille au centre de recherche du travail et du développement du CNAM. Et mon objet de recherche porte sur les enjeux de la professionnalisation des aidants à domicile. Et la majorité des aidants que je rencontre, c'est plutôt des aidants qui accompagnent ou qui s'occupent d'un proche ayant une maladie d'Alzheimer, une maladie neurodégénérative. Donc, l'idée ici, c'était de faire un pont, parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions en fait qui renvoient aussi à ma problématique de thèse autour de l'invisibilité, du déni, de la stigmatisation, de la reconnaissance, de l'isolement aussi, et de la manière dont on a un regard, la société porte un regard sur les aidants. Et donc, du coup, la première question par rapport à l'accès au savoir, c'est justement qu'est-ce que, à travers le regard, qu'est-ce qu'on appelle en fait le savoir, c'est quoi la formation, c'est quoi l'apprentissage, toutes ces questions un petit peu que je me pose depuis que j'ai commencé ce travail de thèse. Et moi, ces questions autour de la fragilité, c'est des questions que je me pose depuis longtemps. Je ne peux pas m'empêcher même si aujourd'hui je travaille avec des personnes, des aidants plutôt qui accompagnent des personnes âgées, vieillissantes, je ne peux pas m'empêcher de revenir sur mes premières expériences en vous écoutant, où j'ai commencé je suis psychomotricien aussi de formation et je travaille dans un EHPAD. Donc j'interviens aussi avec cette double casquette, à la fois de chercheur et de professionnel. Et c'est vrai que les questions autour des ESAT, j'ai aussi une sensibilité par rapport à ça, parce que quand j'ai été diplômé psychomotricien, je suis parti à un moment donné au Sénégal travailler avec des enfants atteints de troubles autistiques. Et puis, je fais un petit aparté, puis revenir sur le sujet, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a 10 minutes, mais c'est rapide. Et puis très très vite, on m'a appelé, puis je devais travailler dans un ESAT. Et puis je me suis rappelé que ma première venue dans cet ESAT, il y avait les jeunes, je vais dire jeunes travailleurs, parce qu'on m'avait présenté comme ça, et puis il y avait les éducateurs. Et j'arrive, c'était le moment du déjeuner. Et donc moi je pensais déjeuner avec les jeunes travailleurs, parce qu'on m'a dit jeunes travailleurs. Et puis très très vite on m'avait dit, il y a une partie en fait où il y a les éducateurs qui mangent, il y a les jeunes travailleurs qui mangent d'un côté, comme ça. Ça m'avait paru un peu bizarre, quoi. Et du coup je m'étais interrogé déjà à l'époque sur cette question de comment on regarde, en fait, la question du regard, comment on regarde l'autre, ou quelle place on lui donne en tant que sujet, travailleur, en tant que patient. Toutes ces questions-là autour du handicap, ça m'a toujours questionné et interrogé. C'était une petite aparté. Maintenant, là, par rapport au sujet des personnes, des aidants familiaux, donc je rencontre beaucoup d'aidants en fait dans le cadre d'une plateforme de répit et je mène des entretiens avec les aidants familiaux qui sont aussi en souffrance, qui ont différentes difficultés de fatigue, d'épuisement, et il s'agit pour moi de mieux comprendre l'activité réelle de ces personnes. Donc pour l'instant, j'interviens dans une plateforme de répit, puis aussi dans un ESA. ESA, c'est une équipe de soins adaptés qui intervient à domicile, mais j'arrive pas encore le projet, c'est d'aller ensuite
à domicile et de voir réellement le travail au quotidien. Et c'est pas facile d'accéder au domicile, étant donné, c'est là que je parle d'invisibilité, étant donné la dimension intime, voilà, des choses. Donc, l'idée, là, on va plutôt axer sur la question de la formation et de l'apprentissage. C'est que j'ai remarqué que ces groupes, on se voyait, c'était des groupes d'échange, donc entre pairs, où il y avait beaucoup de choses qui circulaient, justement de l'intimité. Il y avait beaucoup de choses aussi pour des personnes qui vivaient les deuils, qui avaient accès à ces groupes. Et je me suis rendu compte que ce n'étaient pas les personnes qui revenaient dans ces groupes. Pourtant, la personne était décédée. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elles avaient besoin d'un lien plus que aussi la question matérielle, toutes ces questions-là. C'était un lien social. Parce qu'elles continuent, je trouve, l'originalité de ces groupes qui ont été mis en place, c'est qu'elles continuent à venir malgré que le proche est décédé. Donc, ça pose la question de l'aidance en général et la question de la société. C'est-à-dire, en fait, comment on accueille par rapport à cet isolement où, là je fais un pont aussi par rapport à la question du handicap, la place qu'elle occupe au sein de la société, comment on peut accueillir en fait ces personnes dans des espaces dits de, comment on peut appeler ça, c'est même pas des espaces de parole, c'est des espaces d'échange, de groupe, et en fait à partir de ces espaces ils vont s'aider, s'entraider, construire ensemble, coopérer. Et ce que je trouve remarquable, c'est que malgré effectivement, là j'ai un exemple, le décès de leurs proches, elles continuent encore à venir à échanger. Donc il y a un vrai rôle social pour ces personnes. Et là je vais faire un lien avec Anne-Lise. Certaines personnes peuvent s'inscrire dans une forme de paire aidance pour accompagner d'autres, donc d'autres ne le font pas, ça reste tout à fait ponctuel. Mais la question qui se pose, c'est nous, en tant que professionnels, comment ces espaces qui sont informels, qu'est-ce qu'on y apprend? C'est la question. Ils ont lieu, donc il y a certainement en termes de présence et d'accompagnement, pour parler des difficultés, c'est important, c'est des espaces d'écoute. Et du coup, ça pose la question, en tant que professionnel, de notre posture à accompagner, ou en tout cas à co-construire ces espaces d'échange et voir quelle forme ça pourrait prendre encore plus dans les politiques, en fait, publiques. Voilà. Okay. Donc, ce qui est important dans ce que dit Willy, me semble-t-il, c'est que cette question du handicap mental, mais pas que du handicap mental, pose la question des professionnels qui s'occupent de ces personnes, qui sont elles-mêmes souvent laissées complètement pour compte, seules, et qui du coup ont des accompagnements, on va dire, dont on ne sait pas très bien de quoi ils sont faits. On ne sait pas très bien de quoi ils sont faits, et on s'intéresse soit aux personnes malades, qui ont des handicaps, qui ont besoin d'un accompagnement, mais on ne s'intéresse pas du tout à comment on les accompagne. On s'intéresse aux produits de sortie, effectivement, elles arrivent à travailler ou pas à travailler. Ça, c'est un point qui me paraît très très important. Mais dans ce dont j'ai entendu cet après-midi, il y a un point qui me paraît important aussi, c'est que c'est la place qu'on donne effectivement à ces personnes, parce que quand on regarde ce qui se passe dans les entreprises, où la question des personnes handicapées doit se développer, être reconnue, ce qui est très frappant, c'est que beaucoup d'entreprises jouent le jeu, accueillent des personnes qui ont des handicaps, et on peut les saluer, mais elles s'intéressent assez peu, contrairement aux autres salariés, à la question de leur carrière. C'est-à-dire que finalement, et c'est une vraie question que je trouve importante, finalement ce sont des personnes qui s'insèrent, qui deviennent des salariés, pour lesquels effectivement on a eu un certain nombre d'ajustements, d'adaptations, etc. Mais à aucun moment cette question du handicap génère des questions sur, mais au fond,
ce sont des salariés comme les autres, au sens où ils produisent, ils participent à l'activité, et quelle carrière? Parce que non pas en termes de il faut leur donner une carrière, mais c'est parce qu'à un moment donné, on sait très bien que la lassitude existe et qu'elle existe pour tous les salariés, et donc pour les salariés a fortiori qui ont eu des difficultés à s'intégrer, elle peut aussi exister. Et donc je trouve que ça serait intéressant d'interroger au-delà de l'insertion simplement dans l'emploi, de penser l'insertion dans la profession, de la carrière. Et donc tout à l'heure quelqu'un parlait d'un parcours. Je pense que le parcours professionnel se prolonge au-delà de juste l'accès à l'emploi. Voilà. On va peut-être arrêter là sur... Merci beaucoup, c'est une interrogation très importante, effectivement. Je crois qu'on peut remercier les intervenants, l'ensemble des intervenants, pour leur contribution et leur participation à cette journée sur la santé mentale.